Mais on va revenir quand même, parce qu'il faut le faire, à des réalités. Et là, je vais faire appel au professeur Delbecq, parce que les juristes ont aussi le souci de travailler avec le droit tel qu'il est et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le droit tel qu'il est. Donc, je demande au professeur Delbecq de nous exposer ça et je vais lui imposer les mêmes contraintes, c'est-à-dire un quart d'heure. Pardonnez-moi de ce timing serré, mais nous y sommes contraints. Non, je vous en prie, je vais essayer donc de respecter cette contrainte, mais j'avoue que j'ai un peu quelques scrupules à intervenir après Maître Bensoussan, après son exposé assez fulgurant et qui remet en cause un certain nombre de concepts juridiques, mais pourquoi pas, hein, c'est très intéressant de se projeter dans l'avenir. Et précisément la question qui est devant nous, c'est de savoir si on peut reconnaître, s'il faut reconnaître au robot la personnalité. Il est vrai qu'on a fini par reconnaître la personnalité aux sociétés, aux groupements. Hein. Les personnes morales sont dûment reconnues, ce sont des personnes juridiques. Donc on peut se demander s'il ne faudra pas un jour ou l'autre, pourquoi pas dès aujourd'hui du reste, reconnaître la personnalité aux robots. Mais il me semble que, en l'état actuel du droit positif et compte tenu de tous les éléments que nous pouvons maîtriser, me semble-t-il, des textes, de la jurisprudence, des conventions internationales, je crois que le navire reste un bien, reste une chose susceptible d'être appropriée. C'est un bien qui relève donc de la logique du droit des biens et non pas de la logique du droit des personnes. Je me souviens néanmoins que le doyen Ripper dans les années 1950, avait soutenu la thèse selon laquelle le navire déjà était une personne. Compte tenu des attributs que l'on reconnaît au navire, il a un nom, il a un domicile, il a une nationalité, il a également une capacité intérieure, puisqu'il a une jauge, et le doyen Ripper en tirait cette conséquence que l'on pouvait considérer que le navire avait un état comme une personne juridique. Mais cette thèse du doyen Ripper, qui a pu séduire certains juristes, me semble-t-il, est un peu romantique et ne correspond pas à la réalité du droit positif et du droit maritime. Donc mon analyse est un peu différente de celle de Maître Bensoussan. Donc je vais raisonner en me demandant si le droit maritime, tel qu'on le maîtrise aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut s'appliquer aux navires automatisés, aux navires autonomes. Je vous rappellerai que le navire, et là aussi c'est une définition qui a été dégagée par la jurisprudence, avant d'être reprise par les textes, le navire c'est avant tout un engin capable d'affronter les périls de la mer. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette notion de péril de la mer fonde toute l'originalité du droit maritime. Donc le navire, c'est cet engin capable d'affronter les périls de la mer et qui obéit à un statut particulier, puisque la personne qui exploite ce navire bénéficie de certaines prérogatives. Le Code des transports, l'article 5000-2, a repris cette définition en disant que le navire était un engin flottant, construit et équipé pour la navigation de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à cette navigation. Donc le navire, d'après le droit positif, c'est bien cet engin qui est affecté à une navigation et qui est considéré comme un bien susceptible d'être approprié. J'ajouterai que les conventions internationales, et Dieu sait si elles sont nombreuses en matière maritime, les conventions internationales retiennent parfois des définitions différentes et assez souvent assimilent certains bâtiments de mer qui ne sont pas capables d'affronter les périls de la mer aux navires. On a pu parfois considérer que des plateformes relevaient du droit maritime et relevaient de l'application de certaines conventions internationales. Autrement dit, on trouve en droit positif une définition assez générique du navire, mais on trouve également des définitions non plus notionnelles, mais des définitions fonctionnelles en fonction des problèmes que l'on veut régler. Alors la question qui se pose est de savoir si le navire sans équipage peut justement relever du droit maritime. Est-ce que les textes du droit maritime, est-ce que les dispositions du droit maritime, est-ce que les différentes conventions internationales peuvent s'appliquer aux navires ?
Bien, on peut en douter, dans la mesure où la plupart des textes et la plupart des conventions internationales ont été conçus pour des navires avec un équipage, avec un capitaine qui est capable donc d'assurer la sécurité à bord et d'avoir l'autorité sur cette communauté à bord qu'est l'équipage. Mais néanmoins, à la réflexion, on peut admettre, me semble-t-il, que le droit maritime s'applique, en tout cas partiellement, à des navires sans équipage. Et du reste, il y a un texte assez récent qui est issu de la loi sur l'économie bleue de 2016, qui a envisagé, dans une certaine manière, un statut pour certains navires sans équipage. Dans l'article 51.11.1.1 du Code des transports, il est prévu qu'un engin flottant, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, ça renvoie bien à un navire sans équipage, commandé néanmoins à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter un certain nombre de marques. Donc l'article 51.11 envisage ce navire sans équipage qui est contrôlé à partir d'un autre navire, en l'occurrence d'un navire qui bat pavillon français. Donc on peut concevoir que le droit maritime s'applique à ces navires sans équipage. Alors les questions sur lesquelles nous devons réfléchir, ce sont les questions de responsabilité. Responsabilité civile, on parlera dans quelques instants de la responsabilité pénale, et pour ce qui est de la responsabilité civile, il faut envisager la responsabilité contractuelle qui peut naître dans le cadre de l'exécution d'un contrat, de l'inexécution d'un contrat, contrat de transport, contrat d'affrètement, et envisager naturellement la responsabilité extra-contractuelle en dehors de toute relation contractuelle. Alors d'abord un mot sur la situation des navires sans équipage, du statut des navires sans équipage dans le cadre de responsabilité contractuelle. Transporteur, un armateur exploite un navire sans équipage, on le suppose, il transporte des marchandises, il peut engager sa responsabilité, mais le navire est un navire un peu particulier puisqu'il n'y a pas d'équipage. La plupart des textes, encore une fois, ont été conçus pour des navires avec un équipage, mais est-ce que néanmoins ces textes, ou cette jurisprudence qui s'est développée sous le fondement de ces textes, peuvent s'appliquer dans ce genre d'hypothèse? Alors, raisonnons sur une hypothèse très simple, on pourrait multiplier les exemples, mais raisonnons sur le cas de l'affrètement à temps ou de l'affrètement au voyage. Vous savez que très souvent, les navires sont mis à la disposition d'affrèteurs dans le cadre de time charter ou de voyage charter, temps ou voyage. Question importante se pose, première question qui se pose, c'est la question de l'obligation fondamentale qui pèse sur l'armateur fretteur qui met son navire à la disposition de l'affrèteur lorsque le navire est un navire sans équipage. L'obligation fondamentale du fretteur, c'est l'obligation d'assurer la bonne navigabilité du navire, l'obligation de faire en sorte que le navire soit seaworthy, approprié. Alors cette navigabilité, elle est essentielle, elle s'apprécie aujourd'hui d'un point de vue nautique, d'un point de vue commercial et d'un point de vue administratif. Alors, lorsque le navire est un navire sans équipage, est-ce que cette obligation de bonne navigabilité doit intégrer la navigabilité, si je veux dire, informatique? Est-ce qu'il faudra renforcer le contenu de cette obligation lorsque le navire est un navire sans équipage? La réponse est certainement une réponse positive, mais cela suppose naturellement que les clauses de la charte partie soient aménagées en ce sens. Puis il faudra s'interroger sur le débiteur de cette obligation fondamentale. Est-ce que c'est toujours l'armateur ou est-ce que c'est le concepteur du système informatique? Me semble-t-il, c'est l'armateur qui reste débiteur de cette obligation fondamentale, quitte pour l'armateur si sa responsabilité est recherchée parce que l'obligation n'a pas été parfaitement assurée, quitte pour l'armateur à exercer un recours contre le concepteur de ce système informatique. Donc l'obligation de navigabilité, qui est une obligation essentielle en matière d'affrètement, elle peut être mise en musique à propos des navires sans équipage. Autre question qui se pose à propos des contrats d'affrètement, lorsque les contrats d'affrètement donnent
encadre des contrats de transport, lorsqu'il y a des connaissements qui sont émis dans le cadre de contrats d'affrètement, et donc lorsqu'il y a des marchandises qui sont déplacées par ces navires affrétés, la question qui se pose est de savoir si, lorsque la marchandise est endommagée, est-ce que le transporteur ou l'armateur pourra s'exonérer en faisant état d'une faute nautique. On sait que la faute nautique, c'est la cause d'exonération par excellence de l'armateur. Mais lorsque le navire est un navire sans équipage, où se trouve la faute nautique? Il n'y a pas de capitaine. Alors, est-ce qu'un système informatique peut se rendre coupable, si j'ose dire, entre guillemets, d'une faute nautique? Cette notion du droit maritime qui est essentielle pour envisager la responsabilité, est-ce que cette notion de faute nautique peut être déclinée, peut être mise en musique, encore une fois, lorsque le navire est un navire sans équipage? Je ne suis pas certain, mais néanmoins, la question, elle mérite d'être posée. Deuxième type de responsabilité, c'est la responsabilité extra-contractuelle, en dehors de tout contrat. L'armateur, il peut engager sa responsabilité extra-contractuelle dans le cadre d'un abordage. Il peut également causer des dommages à des appontements, donc engager sa responsabilité extra-contractuelle. Alors nous savons que en matière d'abordage, la règle fondamentale en matière d'abordage, c'est la règle de la faute. Convention de 1910 prévoit que pour qu'il y ait une responsabilité en matière d'abordage, il faut que l'on puisse imputer à un navire ou à un engin nautique une faute. Et lorsque un navire sans équipage est impliqué dans un abordage, comment déterminer la faute? À qui imputer la faute? Il peut y avoir un navire sans équipage, d'un côté, un navire à bordeur, et puis un navire qui avec un équipage, un navire classique. Alors, dans ce genre de circonstances, pour régler les problèmes d'abordage, il faut imputer une faute. Mais à qui imputer la faute dans ce genre de circonstances? Donc, la Convention de 1910, qui est essentielle en matière d'abordage, est certainement difficile à mettre en œuvre dans ce genre de situation. Encore un mot, si vous me le permettez, pour vous dire que troisième série de difficultés va se présenter lorsqu'il s'agira d'assurer la réparation des dommages. Nous savons bien qu'en matière maritime, il y a une règle tout à fait essentielle, qui est la règle de la limitation de responsabilité. Les armateurs sont exposés à un certain nombre de périls, ils engagent également des capitaux importants, et en contrepartie, les conventions internationales, et notamment la Convention de Londres, permettent à l'armateur de limiter sa responsabilité. Alors, est-ce que cette limitation de responsabilité est susceptible, qui est essentielle, est-ce qu'elle est susceptible d'être mise en œuvre lorsque le navire est un navire sans équipage? La question, elle s'est posée déjà dans le cadre de la loi sur l'économie bleue en 2016, et il y a déjà un premier texte qui mériterait peut-être d'être étendu, c'est le texte de l'article 51-21-3, qui prévoit justement que l'armateur qui exploite un navire sans équipage, mais à partir d'un autre navire, lorsqu'il y a un navire ordinaire, si j'ose dire, qui contrôle un navire autonome, eh bien, l'exploitant du navire autonome bénéficie de la limitation de responsabilité. C'est l'article 51-21-3 du Code des transports, issu de la loi sur l'économie bleue. Alors, ce texte pourrait être généralisé, me semble-t-il, pour permettre, encore une fois, à ceux qui exploitent ces navires autonomes de bénéficier de garanties. Et donc, la limitation de responsabilité, qui est tout à fait essentielle, elle devrait, me semble-t-il, être étendue. Alors, je conclus en disant un mot, peut-être été un peu long, mais je conclus en disant qu'il y a une autre question naturellement essentielle qui se pose, c'est la question qui a été abordée tout à l'heure par Frédéric Denefle, c'est la question de l'assurance. Bon, l'assurance responsabilité. Est-ce que les P&I clubs qui ont un rôle tout à fait déterminant dans le monde maritime, pratiquement tous les armateurs, même tous les armateurs sont affiliés à un club, et les clubs, nous le savons, garantissent tous les risques qui ne sont pas assurés par les assureurs traditionnels, les assureurs corps ou les autres assureurs. Est-ce que les P&I clubs sont aujourd'hui prêts à assurer ces navires sans équipage? Parce que les questions de responsabilité, elles sont récurrentes dans le monde maritime. Elles sont peut-être moins importantes aujourd'hui que par le passé, mais
elle demeure compte tenu, encore une fois, des périls de la mer, qui sont une constante dans le monde maritime que vous connaissez parfaitement. Merci. Merci beaucoup.